Donne-nous la chambre principale et tu pourras dormir au sous-sol ce soir. Mon fils a dit cela si légèrement, au moment même où il faisait rouler sa valise à travers la porte. Derrière lui, ma belle-fille, Chloé, a glissé devant moi, portant des lunettes de soleil sombre, avec ce regard évaluateur, comme quelqu'un qui visite une maison qu'elle est sur le point d'acheter. Ils avaient apporté 4 valises, une boîte contenant une plaque de cuisson électrique, quelques plantes en pot, et la phrase familière « On ne restera qu'un petit moment ». Ne t'en fais pas, je suis restée figée dans le salon, cet endroit qui était autrefois le nid pour moi et Étienne, les regardant toucher et réarranger les affaires de mon défunt mari. Mon cœur est devenu froid, mais mes lèvres arboraient toujours un sourire forcé. Sous l'ourlet de ma robe, mes doigts serraient la clé du coffre-fort. Ils pensaient que j'étais une vieille femme docile qui baisserait la tête et accepterait tout sans discuter. Ils ne savaient pas que j'avais discrètement installé des caméras. Et celui qui quitterait cette maison dans la honte, ce ne serait pas moi. Je m'appelle Hélène Lambert, j'ai 66 ans et je vis dans un village tranquille de Provence, Val-des-Chênes. Il y a 6 ans, mon mari Étienne est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il s'occupait du jardin derrière la maison. Il m'a laissé juste assez d'assurance vie, en plus des économies que j'avais mises de côté pendant plus de 30 ans en travaillant à temps partiel dans une mercerie appelée Coton et Fil. J'ai utilisé tout cet argent pour acheter cette maison, le premier foyer à mon nom seul. Je ne l'ai pas choisie pour son luxe, mais parce qu'elle ressemblait à un petit coin de paradis. En fin d'après-midi, la lumière chaude inonde le salon, caressant les boiseries. La petite cuisine bien rangée a un crochet pour le tablier à fleurs qu'il m'avait offert un jour. Chaque brique, chaque mur est le résultat d'années de vie prudente et décente. Et en 6 ans de veuvage, j'ai appris à apprécier la solitude sans me sentir seule. Le matin, je marche avec un petit groupe du quartier, 5 femmes de 60 à 70 ans. Nous parlons de tout, des nouvelles séries télévisées à la tarte aux pommes que le mari de l'une d'entre nous aimait tant. J'ai appris à utiliser un smartphone, à configurer WhatsApp, Facebook, puis Instagram, où je poste des photos des rosiers du jardin en fleurs. Toutes les 2 semaines, je vais dans un petit salon de la rue principale pour garder mes cheveux d'un brun châtain, la couleur qui, selon Étienne, me donnait l'air d'un sourire d'automne. Je pensais que ma vie avait retrouvé un rythme calme, jusqu'à cet après-midi où la porte s'est ouverte et où Damien est entré avec Chloé. Damien, mon fils unique de 35 ans, était autrefois doux et gentil. Mais la vie l'a usé. Après la mort d'Étienne, il a commencé à changer, appelant moins, visitant moins, et quand il le faisait, c'était généralement pour emprunter de l'argent. Je ne pouvais jamais refuser. Une mère, même en sachant que son enfant n'est pas parfait, continue de croire qu'il traverse juste une mauvaise passe. Mais cette fois, c'était différent. Il n'a pas apporté la maladresse habituelle. Il est arrivé avec l'aisance déconcertante de quelqu'un qui avait un plan bien établi. Chloé le suivait, ses talons frappant le parquet avec des pas fermes et réguliers. Elle ne m'a pas regardé comme une belle-mère. Elle m'a regardé comme un bien à évaluer. « Oh, Hélène, cette maison a tellement de potentiel », dit-elle en ouvrant les portes, jetant un coup d'œil au mur et au plafond, puis s'arrêtant devant la vieille lampe Tiffany qu'Étienne et moi avions achetée lors de notre voyage pour notre 30e anniversaire de mariage. Si on passait au LED et qu'on changeait le cadre en métal, ça aurait l'air beaucoup plus lumineux. Hélène. Elle ne m'appelait pas maman, ni même Madame Lambert. Juste Hélène, le nom d'une étrangère dans ma propre maison. J'ai dégluti et souri. Vous devez être fatigué. Je vais préparer le salon pour que vous puissiez vous reposer un peu. Pas la peine, m'a coupé Damien, la voix ferme. On prend la chambre principale. Elle est plus grande et plus proche de la salle de bain. Tu peux rester au sous-sol pour quelques jours. J'ai entendu mes propres pensées crier. Le sous-sol ? La pièce où Étienne gardait ses outils de jardinage, froide et humide ? Mais je n'ai rien dit. J'ai hoché la tête, le réflexe de quelqu'un de bien trop habitué à céder. Cette nuit-là, après qu'ils eurent fermé la porte de la chambre principale, je me suis assise dans la cuisine, n'écoutant que le ronronnement de la hotte et le lent tintement d'une cuillère dans ma tisane à la camomille. J'essayais de ne pas écouter, mais j'entendais quand même le rire de Chloé, la voix de Damien. Oui, je sais. L'endroit est vieux, mais avec quelques rénovations, il se vendra à un bon prix. Il faut la convaincre ou au moins lui faire signer quelques papiers pour faciliter les choses plus tard. Puis ils ont ri. Je suis restée assise, serrant la tasse jusqu'à ce que la chaleur disparaisse. Le lendemain matin, je suis allée à ma promenade comme d'habitude. Manon, ma meilleure amie, m'a regardée et a demandé « Tu as l'air épuisée. Que s'est-il passé ?» Je lui ai tout raconté. Comment Damien et Chloé avaient soudainement emménagé, comment ils agissaient comme les propriétaires, et cette phrase à propos du sous-sol. Manon s'est arrêtée, m'a étudiée, puis a dit « Hélène, cette maison est à toi. Tu as travaillé toute ta vie pour l'avoir.
Personne n'a le droit d'y entrer sans permission. Ne laisse pas ta gentillesse obscurcir ton jugement. J'ai hoché la tête, mais au fond, je sentais quelque chose de plus lourd que la peur. La tristesse d'une mère perdant l'autorité sur sa propre vie. Quand je suis rentrée, le salon était différent. Le canapé crème que j'avais acheté pendant une vente de printemps avait été poussé contre le mur opposé. Les coussins à fleurs que j'aimais parce qu'ils s'accordaient avec les roses de mon jardin étaient jetés dans un coin. La photo de mariage d'Étienne et moi, prise dans un champ de tulipes, avait été décrochée et remplacée par une impression abstraite grise et noire. « Qu'en penses-tu » a demandé Chloé d'un ton enjoué. « C'est beaucoup plus moderne, non ?» J'ai regardé la pièce où Étienne et moi prenions le thé tous les soirs. Maintenant, elle semblait froide et inconnue. J'ai répondu doucement, « Oui, c'est moderne. » Chloé a pratiquement pris le contrôle de la cuisine. Elle a déplacé toute ma vaisselle sur les étagères les plus hautes, puis a apporté un flot de produits biologiques, d'huile d'olive chère, de jus pressé à froid, de fromages importés, disposés comme dans un appartement témoin de magazine. Chaque fois que je commençais à cuisiner, elle apparaissait avec un sourire. « Je m'en occupe, Hélène. Tu as cuisiné toute ta vie. Il est temps de te reposer. » Cela semblait attentionné, mais le ton était en train de m'effacer. Damien était différent. Il restait allongé sur le canapé toute la journée, faisant défiler son téléphone, sortant parfois sans dire où il allait. Quand je lui posais des questions sur son travail, il disait simplement « Ne t'inquiète pas. J'attends quelques appels. » Mais je savais que cela faisait plus de 8 mois qu'il avait quitté son entreprise de construction. Je ne voulais pas tenir les comptes, mais après 3 semaines, mon solde bancaire diminuait rapidement. Les factures d'épicerie avaient doublé, et Chloé avait emprunté ma carte pour passer des commandes en ligne. J'ai réalisé que je payais pour des choses qui ne m'appartenaient pas. Un soir, debout dans ma chambre, j'ai regardé par la fenêtre. Une lueur chaude provenant de la chambre principale tombait sur la pelouse, et j'entendais le doux rire de 2 jeunes gens en train de faire des calculs. J'ai ouvert mon armoire et j'ai sorti une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété, le testament d'Étienne et de vieux livrets d'épargne. Tout était encore là. J'ai refermé le couvercle, posé ma main dessus et respiré profondément. À ce moment-là, j'ai su que si je restais silencieuse, il prendrait tout. Pas seulement la maison, mais aussi mon respect de moi-même et le reste de ma vie. Le lendemain matin, je suis allée au magasin d'électronique près de l'hypermarché Carrefour et j'ai acheté 2 mini-caméras, de la taille d'1 pouce, avec Wi-Fi, visibles sur mon téléphone. Le vendeur m'a gentiment montré comment les utiliser, supposant que je voulais me protéger contre les cambrioleurs. Il ne savait pas que les cambrioleurs étaient déjà à l'intérieur. Ce soir-là, j'en ai installé une derrière un vase en céramique dans le salon, orienté vers la cuisine. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu une image nette captant même le plus petit mouvement. J'ai ressenti quelque chose d'étrange. Une douleur et une clarté à la fois. Je me suis dit, observe d'abord, parle ensuite. Je n'étais plus la femme tremblante après la mort d'Étienne. J'avais reconstruit une vie une fois. Je pouvais le refaire, cette fois pour protéger ce que j'avais créé de mes propres mains. Dehors, le soir tombait. La lumière touchait le cadre de la fenêtre, baignant la photo de mariage que j'avais raccrochée d'une lueur ambrée. Étienne souriait toujours. J'ai murmuré, « C'est bon, mon amour. Je garderai cette maison en sécurité. » Et alors que la nuit se refermait, la petite caméra a commencé à enregistrer. La véritable histoire ne faisait que commencer. J'ai placé la première caméra derrière le vase en céramique sur le buffet, juste dans le coin du salon. De là, l'objectif de la taille d'1 pouce pouvait voir presque toute la pièce, y compris la cuisine où Chloé allait et venait comme si c'était son domaine privé. J'ai gardé la 2e caméra dans un tiroir, attendant l'endroit idéal. Je n'étais pas pressée. Je savais que ce jeu nécessitait du temps. Le premier jour après l'installation, je me suis assise sur mon lit et j'ai ouvert l'application. L'écran montrait Chloé avec un mètre ruban, inspectant les rideaux. « Ces rideaux sont démodés », dit-elle nonchalamment. « Nous devrions passer à des rideaux automatiques avec une télécommande. Ça aura l'air plus chic. » Damien se tenait à côté d'elle, prenant des notes dans un petit carnet, hochant la tête comme un assistant technique. « Oui, la maison aura certainement l'air plus lumineuse, » dit-il, inconscient de savoir à qui appartenait cette maison. J'étais assise là, à regarder, un frisson parcourant mon échine. Chaque petit rire de Chloé, chaque contact de sa main sur les murs et les cadres me donnait l'impression qu'ils arrachaient la chaleur de cet endroit, couche par couche. À partir de ce jour, Chloé a commencé ce qu'elle appelait une restructuration de la cuisine. Je l'appelais autrement, un effacement de ma personne. Elle a déplacé mes affaires sur les étagères les plus hautes, des endroits que je ne pouvais pas atteindre, même sur la pointe des pieds.
Elle a qualifié les bols en céramique vert tendre qu'Étienne avait achetés sur un marché local de démodés. À leur place, des assiettes blanches, froides et unies. Chaque fois que j'entrais pour cuisiner, Chloé apparaissait immédiatement, la voix douce mais directive. Je m'en occupe, Hélène. Tu devrais te reposer. Tu as cuisiné toute ta vie. Maintenant, c'est moi qui prends soin de toi. Cela semblait poli, mais ses yeux parcouraient les couteaux et les étagères du réfrigérateur comme pour faire un inventaire. Un matin, je me suis mise en tête de préparer mon cake à la banane habituelle. J'ai ouvert le placard et je me suis figée. Farine, œufs, lait, tout avait disparu. À leur place, des jus pressés à froid, des fromages importés, du lait d'amande et du granola. Hors de prix. J'ai demandé, Chloé, où as-tu mis mes affaires? Elle a haussé les épaules, souriant légèrement. J'ai fait du rangement. Les vieilles choses ne sont pas bonnes pour ta santé, Hélène. Pour la première fois, je me suis sentie comme une invitée dans ma propre cuisine. Les factures d'épicerie hebdomadaire n'arrêtaient pas de grimper, passant de 80 à 100, puis à 270 €. Je savais que ce n'était pas moi qui dépensais de la sorte. Mais quand je demandais, Damien disait, « Ne t'inquiète pas Chloé, c'est comment gérer un budget. » Un soir, j'ai ouvert le réfrigérateur. Au milieu des fromages de luxe et des jus détox, il y avait un sac de pain que j'avais acheté la semaine précédente, couvert de moisissures vertes. Je l'ai pris, j'ai fixé le duvet sur la croûte, et j'ai senti ma gorge se serrer. Je l'ai reposé et je me suis assise à la table où Étienne lisait le journal chaque matin, et j'ai pleuré doucement, non pas de faim, mais d'être exclue du tableau de ma propre vie. Environ une semaine plus tard, j'ai de nouveau vérifié la caméra. L'image était claire. Chloé était sur le canapé, le téléphone à l'oreille. Sa voix passait par le petit haut-parleur. Je suis sérieuse. La valeur des propriétés dans ce quartier augmente rapidement. Si nous la mettons en vente au bon moment, nous pouvons en tirer plus de 300 000 €. Ma belle-mère ne vivra pas éternellement. Cette maison sera à nous tôt ou tard. J'ai vu Damien passer et demander, « Chloé, et si maman le découvre ?» Chloé a gloussé. « Laisse-moi gérer ça. Nous avons juste besoin qu'elle signe quelques mises à jour d'informations. » J'ai senti mon cœur battre la chamade, non pas de peur, mais d'éveil. J'ai appuyé sur enregistrer, j'ai horodaté le clip et je l'ai déplacé dans un dossier spécial sur ma tablette. Le pense-bête que Manon m'avait fait coller était toujours là. Enregistre tout. Ne te fie pas aux promesses, fie-toi aux preuves. J'ai numéroté chaque fichier et écrit une légende. Chloé parlant de mettre la maison en vente, 12 juin. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais étrangement calme. Cette nuit-là, assise près de la lampe Tiffany, j'ai pensé à Étienne. Il avait l'habitude de dire, « Une maison abrite ton esprit, Hélène. Garde-la propre, pas seulement avec du vernis, mais avec le respect de soi. » J'ai regardé le fauteuil en cuir marron où il lisait toujours le journal, la coudoir assombrie par 40 ans de sa main. J'y ai posé ma paume, le cuir était frais, le souvenir chaud. Je savais que si Étienne était là, il ne laisserait personne toucher à cette maison avec une telle attitude. Mais je savais aussi qu'il voudrait que je me batte avec sagesse, non pas avec rage, mais avec raison. Le lendemain, j'ai rouvert les documents d'un atelier sur les droits des seniors et la propriété que j'avais suivi l'année dernière. Parmi les intervenants se trouvait maître Thalia Lefebvre, une jeune avocate qui parlait clairement et avait un sourire qui inspirait confiance. J'ai retrouvé sa carte. Le numéro était toujours dans mon portefeuille. Cet après-midi-là, j'ai appelé. Maître Lefebvre, c'est Hélène Lambert. Nous nous sommes rencontrés à l'atelier sur les droits des seniors. Je pense que j'ai besoin de vos conseils. Sa voix était stable et chaleureuse. Oui, Madame Lambert. Pourriez-vous venir à mon bureau demain matin? J'examinerai les documents de votre maison. Le lendemain matin, j'ai conduit la vieille Subaru grise d'Étienne, vieille de près de 20 ans, jusqu'au bureau de Thalia en ville. Elle m'a accueilli avec un sourire chaleureux et une tasse de thé. « Avez-vous apporté les papiers de la maison ?» a-t-elle demandé. J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti un vieux dossier. Acte de propriété, contrat d'achat, quittance d'assurance, testament d'Étienne. Thalia a lu chaque page, prenant parfois des notes. Quand elle a terminé, elle a levé les yeux et a dit fermement, « Vous êtes la seule propriétaire légale. Personne ne peut vous expulser de cette maison sans votre consentement. Et pour le moment, vous n'avez signé aucune procuration ni aucun document de transfert. Cela signifie que vous conservez le contrôle total. » J'ai hoché la tête, me sentant un peu plus légère, mais Thalia n'avait pas fini. Elle a ajouté, « Cependant, vous devez sécuriser vos documents immédiatement. Je vous recommande de tout photographier et de donner une copie à quelqu'un de confiance.
Changez également vos mots de passe de messagerie et de banque et vérifiez si quelqu'un a été ajouté comme bénéficiaire. J'ai noté chaque ligne. Talia m'a regardé et a demandé doucement. Vivent-ils avec vous en ce moment? Oui, ai-je dit. Mon fils et sa femme. Ses yeux se sont légèrement assombris. Alors je veux que vous rassembliez plus de preuves de leur intention de prendre le contrôle. SMS, appel, enregistrement. S'ils restent et montrent une possession ou une coercition, vous pouvez demander un ordre d'expulsion légale. J'ai demandé, et s'ils refusent de partir? Talia a dit, vous n'êtes pas seule, Madame Lambert. La loi vous protège, mais nous avons besoin de preuves. En rentrant chez moi, j'ai allumé la radio. La Bohème de Charles Aznavour est passée, la chanson d'Étienne quand il réparait la clôture. J'ai souri. Les mots de Talia résonnaient. Vous n'êtes pas seule. Cet après-midi-là, je suis rentrée à la maison et j'ai trouvé Chloé en train de coller des échantillons de couleurs sur le mur. Damien parcourait des sites immobiliers. Chloé s'est retournée en souriant. Je prépare un plan pour refaire le salon, Hélène. Je veux en faire un espace ouvert comme les maisons témoins à Marseille. J'ai souri, cachant ma véritable expression derrière ma tasse de thé. Ça semble ambitieux. Cette nuit-là, je suis allée dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Sur mon téléphone, Chloé était toujours à l'écran, un mètre ruban à la main, les lèvres bougeant, le micro trop loin pour tout capter. J'ai appuyé sur « Enregistrer ». À partir de ce moment, j'ai compris que j'étais officiellement entrée dans la lutte pour reprendre ma maison. La lumière de la lampe Tiffany se reflétait sur le mur, déposant un or doux sur mon visage. J'ai touché le cadre de la photo d'Étienne et j'ai murmuré « Mon amour, je tiens ma promesse ». Ils n'ont pas encore gagné. Et dans le silence, la maison semblait écouter. Seule la petite caméra clignotait régulièrement, petite comme la première étincelle de la justice. Il ne m'a pas fallu beaucoup de jours pour voir que Chloé ne se contentait pas de moderniser la maison. Elle était en train de monter une affaire. Ce matin-là, je venais de préparer une tisane à la camomille quand la porte d'entrée s'est ouverte. Chloé est entrée avec un sourire impeccable. « Hélène, j'ai un ami qui passe pour jeter un œil à quelques détails, juste pour référence. » J'ai jeté un coup d'œil à ses talons impeccables. Ce n'était pas une visite fortuite. Un instant plus tard, la sonnette a retenti. Un jeune homme aux cheveux gominés, chemise blanche impeccable, mallette en cuir, est entré. Chloé rayonnait. Voici Colin, un agent immobilier, un ancien camarade de classe. Il connaît bien le quartier et veut t'aider à estimer la valeur de la maison de maman. Mon cœur s'est glacé. La maison de maman? Pas ma maison. Elle a dit « estimer », comme si de rien n'était. Mais je savais que lorsqu'un agent entre, la vente a déjà été envisagée. Je suis restée dans l'embrasure de la porte de la cuisine, observant à travers la fente. Chloé a servi le café en utilisant le service en porcelaine commémoratif qu'Étienne m'avait offert pour mon 40e anniversaire, un service que je n'avais jamais laissé personne toucher. Elle a posé le plateau, tournant le dos à la caméra cachée derrière le vase. Colin s'est assis et a ouvert sa tablette, la voix optimiste. Cet endroit a un grand potentiel. Avec cette superficie. Si vous modernisez les intérieurs, changez les sols, repeignez, vous pouvez viser entre 310 000 et 330 000 euros, selon le moment. Chloé a incliné la tête, d'une douceur mielleuse. Et si nous changions les cadres de porte et ajoutions des stores automatiques? Colin a hoché la tête. Ajoutez quelques milliers d'euros et c'est bon. Le quartier sud de Val-des-Chênes est très prisé en ce moment, c'est donc le moment idéal pour mettre en vente. J'ai entendu un stylo gratter sur du papier. Damien, assis à côté de lui, a demandé d'un ton si désinvolte que ça m'a glacé le sang. Disons que la maison est toujours au nom de ma mère après les rénovations. Peut-on changer la propriété après la vente? Colin a hésité. Légalement, il faut la signature du propriétaire, mais si la famille est d'accord, le processus est rapide. Chloé a coupé court. Oh, elle est d'accord avec tout. Elle se perd juste dans les papiers. Elle ne s'intéresse plus à la gestion de ces choses. Ils ont ri, et une cuillère a tinté contre la porcelaine, le métal sur la céramique comme une aiguille piquant mon cœur. Je ne suis pas sortie. Je suis restée assise dans ma chambre, regardant le direct, Chloé jouant la belle-fille parfaite devant l'agent et Damien, le garçon que j'avais porté pendant qu'Étienne voyageait pour le travail, hochant maintenant la tête comme un complice. Mes mains tremblaient tellement que j'ai posé la tasse, mais je n'ai pas pleuré. Les larmes ne feraient que les rendre plus forts. J'avais besoin de clarté. Après près d'une heure, Colin s'est levé, a serré la main de Chloé et a dit « Je vais préparer une évaluation détaillée. Avec un peu de désencombrement et des photos, vous pourriez mettre en vente dans 2 semaines. Félicitations. Vous avez un bien de grande valeur. »
Chloé rayonnait, comme si elle venait de conclure une excellente affaire. La porte s'est refermée, laissant une odeur de café mêlée au spray d'ambiance à la vanille que Chloé aimait, épaisse et artificielle. J'ai éteint doucement mon téléphone et je suis restée assise jusqu'à ce que mon cœur se calme. Du salon, la voix de Chloé s'est élevée, claire et froide. Je vais appeler le prêteur pour l'acompte de la maison dans le quartier des Lavandes. Bonnes écoles, calme, parfait pour une famille. Damien a marmonné. Et maman? Chloé a répondu plus bas, mais toujours audible au micro. Une résidence pour seniors. J'en ai trouvé une avec d'excellentes critiques, des chambres privées, calmes. Sur le papier, ça a l'air parfait. Elle s'adaptera. J'ai laissé échapper un rire sec étranglé. Une résidence pour seniors. C'est ainsi qu'ils appelaient leur plan pour me pousser dehors. Enjolivé avec de jolis mots. J'ai sorti mon téléphone et j'ai exporté la vidéo. 3 clips. Chloé recevant l'agent. Damien demandant le changement de propriétaire plus tard. Et la phrase sur la résidence pour seniors. J'ai tout envoyé à Maître Lefebvre avec une courte note. Voici la preuve de leur intention de prendre le contrôle. Ils passent aux premières étapes. En moins de 10 minutes, Talia a répondu, preuve en or. Gardez les originaux intacts. Je vous guiderai pour les prochaines étapes. Et Hélène, vous faites tout ce qu'il faut. Juste 4 lignes, mais c'était comme si quelqu'un m'avait redonné vie. Dans ce combat, je n'étais pas seule. Quand la nuit est tombée, je suis allée dans le salon. Chloé et Damien étaient sortis dîner. La maison était exceptionnellement silencieuse, seul le tic-tac de l'horloge murale. J'ai traversé lentement la pièce, touchant les vieilles choses. La lampe Tiffany projetait toujours son or chaud, le fauteuil en cuir était toujours cabossé là où Étienne s'asseyait. J'ai soulevé notre photo de mariage, celle que Chloé avait enlevée, et je l'ai raccrochée à sa place. Étienne y souriait toujours, la fierté dans ses yeux. J'ai murmuré, mon amour, je tiens ma promesse. Je ne les laisserai pas transformer cette maison en une marchandise bon marché. Puis j'ai pris un petit carnet et j'ai écrit d'une main ferme, 14 juin. Ils ont fait venir un agent pour évaluer la maison. Ils ont discuté de la vente et d'un nouvel endroit dans le quartier des Lavandes. J'étais assise à 2 murs de là et j'ai entendu chaque mot. Ils ont décidé que j'étais invisible. Et à cause de cela, je m'assurerai qu'ils me voient d'une manière qu'ils n'attendront pas, j'ai fermé le carnet et je l'ai posé sur la table basse. Dehors, une fine lune s'est levée, baignant le mur du salon d'une lueur pâle. J'ai éteint toutes les lumières sauf la lampe Tiffany, la lampe qui appartenait à Étienne, et qui maintenant monte la garde sur mon honneur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée assise près de la fenêtre avec une tasse de thé refroidi, pensant à tout, à Étienne, au fils que je croyais autrefois être un homme bon, à la belle-fille qui planifiait chaque mouvement. Je ne ressentais pas de haine, juste un vide brut, comme si quelqu'un avait creusé ma partie la plus tendre et l'avait remplie de glace. J'ai ouvert le carnet et j'ai ajouté une dernière ligne. 14 juin, je me fixe un délai de 7 jours. 7 jours pour préparer une contre-attaque. Je ne savais pas exactement comment tout allait se dérouler, mais je savais que je ne resterais pas les bras croisés. Je collecterais, enregistrerais et protégerais chaque centimètre de cette maison, de ce qui est à moi. Tôt le matin, les premiers rayons de soleil ont inondé le salon. Je me suis assise près du cadre de la fenêtre, regardant les minuscules grains de poussière scintiller dans la lumière comme des millions de souvenirs flottants. Dehors, la voiture de Chloé a démarré. J'ai entendu sa voix au téléphone. « Oui, Colin, s'il te plaît, envoie-moi l'évaluation par email. Nous voulons mettre en vente la semaine prochaine si ma belle-mère signe rapidement. » J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Dans ma tête, la voix de Talia était claire. Ne les affrontez pas de front avant que le moment ne soit venu. Laissez-les se dévoiler. J'ai souri, j'ai lissé mes cheveux et je me suis levée. Sur la table, ma photo de mariage avec Étienne captait le soleil, scintillant comme un rappel. Il y a des choses que les gens peuvent acheter mais ne jamais vraiment posséder, et cette maison en fait partie. Ce matin-là, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. L'air de Provence était un peu frais, la rosée s'accrochait encore aux tiges des rosiers sur la terrasse. Je me suis regardée dans le miroir, le visage ridé ne me rendait plus triste. J'ai choisi une robe beige dans le tissu doux qu'Étienne aimait, et j'ai mis les boucles d'oreilles en perles qu'il m'avait offertes pour notre 25e anniversaire. Dans le miroir, la lumière reflétait une femme que j'avais autrefois oubliée, non pas la douce vieille dame qu'ils imaginaient, mais Hélène Lambert, qui avait travaillé 30 ans et payé cette maison jusqu'au dernier centime. J'ai préparé du café, celui en grains qu'Étienne aimait, conservé dans un bocal en verre. Quand l'arôme a rempli la cuisine, j'ai su que j'étais prête. Vers 8h30, Damien et Chloé se sont réveillés. Ils s'étaient disputés à voix basse dans leur chambre,
puis sont sortis l'air fatigué. Je me suis assise à la table, les mains autour de ma tasse de café, la voix égale, nous devons parler. Damien a légèrement froncé les sourcils, et avant qu'il ne puisse réagir, j'ai continué, plus fermement que je ne l'aurais cru, j'ai acheté cette maison. C'est moi qui décide qui y vit et pour combien de temps. Tout changement dans cette maison nécessite mon consentement. Alors que les mots tombaient, la pièce semblait se figer. Damien a cligné des yeux, me regardant comme s'il essayait de reconnaître si la femme en face de lui était vraiment sa mère. « Maman, pourquoi dis-tu ça subitement ?» Il pensait que je continuerais à me taire. J'ai coupé court, les yeux fixés sur lui. « Non, Damien, mon silence n'a jamais signifié consentement. » Chloé est sortie, téléphone à la main, les lèvres esquissant un demi-sourire, un demi-défi. « Hélène, tu dois te tromper. Cette maison a été achetée avec l'assurance vie de papa, et Damien devrait en avoir une part. Je ne fais que t'aider à la moderniser. » J'ai posé ma tasse, la voix basse mais précise. « Non, Chloé. Je ne me trompe pas. J'ai signé le contrat. Mon nom est sur l'acte de propriété et j'ai payé chaque taxe foncière depuis 6 ans. C'est mon bien légal. » J'ai pris la télécommande et j'ai allumé la télévision. Le clip de la caméra est apparu. Colin, l'agent immobilier. Voix claire. Le prix pourrait atteindre 310 000 à 330 000 euros. Si vous mettez en vente au bon moment. J'ai appuyé à nouveau. La voix de Chloé est passée, tranchante. Je m'occuperai des papiers. Ma belle-mère ne vivra pas éternellement. Une résidence pour seniors, ça a l'air bien de toute façon. Résidence pour seniors, a résonné dans la pièce comme un couteau. Damien s'est tourné vivement vers Chloé, le visage rouge. Tu as dit ça ? Chloé s'est figée, sa voix s'est étranglée. Je plaisantais. J'ai éteint la télévision et je leur ai fait face. Inutile de discuter. Ai-je dit calmement. Je n'ai pas besoin d'excuses. Je veux seulement que vous compreniez une chose. Je sais tout. Damien a forcé un sourire. Maman, tu nous as enregistrés ? Pourquoi ferais-tu ça ? J'ai répondu simplement. Non, j'ai protégé ma maison. Je me suis levée et j'ai sorti un papier de l'enveloppe que j'avais posé sur la table, l'impression de mon avocate, maître Thalia Lefebvre. J'ai engagé une avocate, ai-je dit. Si dans 7 jours à partir d'aujourd'hui vous n'avez pas déménagé, elle déposera une demande d'expulsion et une ordonnance d'interdiction de pénétrer auprès du tribunal. Les yeux de Chloé se sont écarquillés, sa voix dure. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes de la famille. J'ai hoché la tête. Oui, mais la famille ne donne pas la permission de violer les limites. La famille signifie le respect, pas l'exploitation. Damien a baissé la tête. Je pouvais le voir lutter contre l'embarras et la colère. Maman, je voulais juste alléger ton fardeau. Cette maison a besoin d'entretien. Quelqu'un pour s'en occuper. Je ne voulais pas. J'ai coupé. Tu as laissé quelqu'un d'autre tout décider dans ma cuisine sans moi. Ce n'est pas aider, Damien. C'est prendre le contrôle. Chloé a changé de tactique rapidement. Elle a inspiré, a adouci son ton, les yeux brillants comme si elle allait pleurer. Je veux seulement que tu aies une vie meilleure. J'ai peur que tu sois seule. Les choses ici sont vieilles. Les moderniser te rendrait plus heureuse. Je ne voulais pas faire de mal. Je l'ai regardé longuement. J'avais été une femme qui savait comment pleurer pour désamorcer un conflit. Je reconnaissais les larmes intentionnelles. Chloé, ai-je dit lentement. Si tu voulais vraiment aider, tu aurais demandé avant d'agir. Tu aurais respecté ce qui appartient à quelqu'un d'autre. Si tu veux seulement remplacer, ce n'est pas de l'aide, c'est de l'effacement. Chloé a baissé le regard, silencieuse. Damien s'est assis, les doigts entrelacés, les lèvres serrées. J'ai expiré, légèrement mais régulièrement. À partir de maintenant, il y a 3 règles dans cette maison. 1. Le respect. Personne ne change quoi que ce soit sans mon approbation. 2. Demander. Chaque dépense, chaque projet doit être transparent. 3. Partager les coûts. Je ne suis ni une banque ni un sponsor. Si vous ne pouvez pas respecter ces 3 règles, alors vous partez. La pièce est devenue silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge tic-taquer, comptant les secondes qui s'étiraient entre nous. Damien a relevé la tête, la voix instable. Maman, je sais que j'ai eu tort. Ne sois pas si tendue. Puis-je te prendre dans mes bras ? J'ai reculé. Non, Damien. Les gestes ne remplacent pas la responsabilité. Tu n'as pas besoin de me serrer dans tes bras. Tu as besoin de me comprendre. Il s'est figé, les mains en suspens. Ses yeux ont brillé, puis sont tombés.
Je n'ai ressenti aucun triomphe, seulement une profonde tristesse, un espace silencieux entre deux générations. Je me suis tournée vers Chloé, plus doucement mais fermement. Je vous donne 7 jours. Je ne vous mets pas à la porte. Je vous donne le temps de choisir. Obéir ou partir. Chloé a détourné le regard, les lèvres pincées. Damien a commencé à parler, puis s'est tu. J'ai débarrassé ma tasse et je l'ai portée à l'évier. Sous le bruit de l'eau qui coule, j'ai ressenti un calme bien établi. Au cours des 6 années écoulées depuis la mort d'Étienne, c'était la première fois que je me sentais vraiment en contrôle de ma vie. À midi, je me suis assise sur la terrasse et j'ai envoyé un SMS à Manon. Je leur ai donné 7 jours. S'il se passe quelque chose, peux-tu être mon témoin? Elle a répondu immédiatement, bien sûr. Et Hélène, tu es revenue aujourd'hui. Plus la femme silencieuse. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé les roses. La lumière du soleil frappait les pétales rouges, brillants comme des bijoux. J'ai pensé que peut-être Étienne me regardait de quelque part, en souriant. Dans l'après-midi, Chloé a traversé la cuisine, nettoyant en silence. Damien est allé dans le jardin pour passer un appel, à voix basse. Je n'ai pas écouté. Je n'en avais pas besoin. J'avais un plan, des preuves, une avocate, une amie à mes côtés et, plus que tout, je m'étais retrouvée. La nuit est tombée, la maison était silencieuse. Je me suis assise devant la photo de mariage, la lampe Tiffany réchauffant le visage d'Étienne. J'ai murmuré, tu vois, mon amour? J'ai finalement pris la parole. J'ai parlé avec ma propre voix. J'ai souri légèrement, sûre d'une chose plus que jamais. Je ne suis plus la Hélène docile qu'il connaissait. Je suis la mère, la femme que personne ne peut effacer de cette maison. Cette nuit-là, le vent soufflait fort le long de la terrasse, l'odeur humide de la terre se glissant à travers le cadre de la porte après la pluie. J'étais sur le point d'éteindre la lumière quand j'ai entendu une cuillère heurter une tasse en porcelaine dans le salon. Un petit bruit, mais dans une maison silencieuse, cela ressemblait au signal de départ d'une autre bataille. Je me suis arrêtée, j'ai laissé les lumières éteintes. À travers la fente de ma porte, une lumière jaune pâle se déversait du salon où Chloé et Damien étaient assis l'un en face de l'autre. J'ai discrètement ouvert l'application de la caméra sur mon téléphone et j'ai activé l'enregistrement. Chaque mot me parvenait comme si les murs eux-mêmes me le transmettaient. « Tu es trop faible, Damien », siffla Chloé. « Je t'avais dit que si tu n'agissais pas de manière décisive, ta mère ne partirait jamais. Elle joue la victime pour attirer la sympathie. » Damien répondit, fatigué. « Tu pousses les choses trop loin. Je voulais juste rester un moment. Tu as transformé ça en un plan pour prendre la maison. Sais-tu que maman a déjà trouvé une avocate? » Chloé baissa la voix, mais le micro l'a quand même capté. « Tu crois que je ne le sais pas? C'est juste une tactique pour faire peur. Une vieille femme de 66 ans, les mains tremblantes quand elle signe, que peut-elle faire? » J'ai serré mon téléphone, le cœur battant, mais je ne suis toujours pas sortie. Pas par peur, mais parce que j'avais besoin qu'ils disent tout, pour que cette maison, ces murs, se souviennent de tout. Le lendemain matin, quand ils sont sortis, j'ai installé la 2e caméra dans le couloir, au-dessus du tableau de paysage. De là, elle pouvait voir la porte de ma chambre, les escaliers et la cuisine. Chaque mouvement était sauvegardé sur le cloud, seconde par seconde. Cet après-midi-là, j'ai visionné les enregistrements. Ce que j'ai vu m'a serré la gorge. Chloé et Damien étaient dans le salon, entourés de cartons. Ils pliaient mes manteaux, les écharpes en tricot que j'avais faites, et même le service en porcelaine d'Étienne. Chaque objet allait dans des boîtes étiquetées « dons ». Chloé disait nonchalamment « emballe juste d'abord. Elle n'utilise jamais ces trucs de toute façon. » Damien restait silencieux, la tête baissée, en refermant les couvercles. En regardant cela sur mon écran, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Non pas parce qu'ils prenaient des choses, mais parce qu'ils agissaient comme si j'avais déjà disparu. Le lendemain, à midi, Chloé était assise sur la terrasse, passant un appel. J'étais assise tranquillement dans la cuisine, écoutant à travers la caméra. « Bonjour, Madame Navarro », dit Chloé d'une voix douce. « Vous vous souvenez de moi? J'ai mentionné ma belle-mère l'autre jour. Je pense que vous devriez venir lui parler. Elle semble confuse, pas très cohérente. » J'ai tout de suite su qu'elle parlait d'Odile Navarro. Une médiatrice que Chloé avait mentionnée, quelqu'un qui s'occupe des familles avec des aînés nécessitant une tutelle. Chloé ajouta, la voix baissant, « Si possible, pourriez-vous aussi apporter une procuration pour que nous puissions l'aider à gérer ses finances demain après-midi ?» J'ai posé ma tasse de thé, la poitrine oppressée. Donc, après avoir échoué avec l'agent, il choisissait d'attaquer ma capacité. L'après-midi suivant, Odile est arrivée. Une femme d'environ 50 ans,
des boucles soignées, des lunettes à demi-monture, portant un grand sac en cuir. Chloé l'a accueillie chaleureusement, comme si elle organisait une consultation dans sa propre maison. J'ai versé du café, je l'ai posé doucement sur la table. « Je vous en prie », ai-je dit calmement. Odile a souri, mais ses yeux parcouraient la maison comme pour une évaluation. « Merci. Je veux juste discuter un peu. Votre fils et sa femme ont dit que vous aviez des difficultés à gérer vos biens dernièrement. Est-ce exact ?» J'ai jeté un coup d'œil à Chloé, qui a baissé la tête dans une pose inquiète. Damien restait silencieux. J'ai pris une gorgée et j'ai dit « Non, je suis assez lucide pour savoir qui est dans ma maison et qui a essayé de changer les serrures sans demander. » Odile a fait une pause, puis a gardé son sourire. « Je comprends, parfois une procuration financière peut réduire le stress. À cet âge, les erreurs de paperasse peuvent causer des problèmes. » J'ai ouvert mon sac et j'ai sorti l'enveloppe que j'avais préparée. À l'intérieur se trouvait une lettre de mon médecin de famille, le docteur Simon, qui m'avait examiné la semaine dernière. « Voici mon certificat de capacité », ai-je dit en le faisant glisser vers Odile. Mon médecin confirme que je suis pleinement compétente, ma mémoire est intacte, sans aucun signe de déclin cognitif. Odile a lu quelques lignes, puis a hoché lentement la tête. « Je vois. » Sa confiance initiale s'est estompée. Chloé est intervenue, essayant de se rattraper. « Madame Navarro, je voulais seulement dire qu'elle devrait avoir un soutien. Pas que nous doutions d'elle. » Damien a ajouté, « Nous voulons juste protéger maman. » Je les ai regardés tous les deux, la voix calme mais ferme. « Si vous voulez protéger, commencez par ne pas mentir. » Personne n'a parlé. Le regard d'Odile a changé. Elle s'est levée et a dit d'un ton neutre, « Je comprends. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. Gardez ma carte au cas où vous voudriez en discuter davantage. » J'ai souri et j'ai accepté la carte comme une pièce à conviction. « Merci, Odile. Je la garderai en lieu sûr. » Elle est partie en silence. Chloé m'a regardé fixement, essayant de paraître calme, mais sa main tremblait autour de la tasse. Damien a évité mon regard et a marmonné, « Maman, tu as mal compris. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste appuyé sur « Arrêter l'enregistrement » dans ma poche, chaque mot de la conversation étant sauvegardé. Cette nuit-là, j'ai envoyé le fichier audio à Talia avec une note. Ils ont fait venir une médiatrice, ont mentionné une procuration financière. J'ai des preuves. En moins de 10 minutes, Talia a répondu, « Parfait, Hélène. Vous faites exactement ce qu'il faut. Gardez les fichiers originaux. Demain, j'enverrai l'avis de résiliation de leur séjour. Soyez prête. » Je me suis penchée en arrière et j'ai fermé les yeux. La maison était silencieuse. Je pouvais entendre une légère pluie sur le toit, régulière comme le battement de cœur de celui qui est parti, Étienne, qui croyait toujours que chaque maison a une âme. Le lendemain matin, Manon est arrivée dans une veste en jean avec un grand sac. « Quelle est la suite, Hélène ?» a-t-elle demandé, les yeux tendres et encourageants. J'ai ouvert le placard et j'ai montré les boîtes étiquetées « Don ». Réétiquette tout. Je ne laisserai pas une seule des écharpes d'Étienne être estampillée comme un don de charité. Nous avons travaillé toute la matinée. Manon a remplacé les étiquettes. J'ai fait un inventaire. Les choses importantes, l'acte de propriété, les papiers d'assurance, les économies, je les ai mises dans le coffre-fort de ma chambre. Manon a gardé le double de la clé. Nous l'avons verrouillé et avons porté le sac de dossier chez elle, à 3 rue de la. Plus en sécurité avec moi, a-t-elle dit. Talia avait dit la même chose. Et Hélène, n'oubliez pas de changer tous les mots de passe. J'ai hoché la tête. Ce soir-là, j'ai changé tous les mots de passe de la banque, de l'email et de la serrure intelligente de la porte d'entrée. Chaque fois que le clavier s'allumait, j'avais l'impression de fermer une autre porte qu'ils avaient ouverte sans permission. Tard dans la nuit, j'ai imprimé l'avis de résiliation en vertu de la loi française, envoyé par Talia. J'ai lu attentivement chaque ligne, puis j'ai ajouté une conclusion manuscrite. Les contrevenants doivent quitter les lieux dans les 7 jours à compter de la date de signature. Dans le cas contraire, la propriétaire se réserve le droit de demander l'intervention des forces de l'ordre. J'ai signé en bas, mon écriture tremblante mais claire. Puis j'ai scotché discrètement l'avis dans la cuisine, juste sous le placard que Chloé ouvrait chaque matin pour son verre de jus. J'ai reculé, j'ai regardé le papier blanc briller sous la lumière chaude, et j'ai eu l'impression d'avoir accroché une amulette de protection. Dehors, le vent poussait les rideaux. La maison était silencieuse, mais je savais que ces murs avaient tout entendu leurs plans, entendu mes paroles, et maintenant se tenaient à mes côtés. J'ai éteint la lumière et j'ai murmuré « Écoute, Étienne, écoute-moi. J'ai enfin appris à me protéger.
Dans le noir, le vent sur la terrasse sonnait comme une réponse, chaude et régulière. Le troisième matin, après avoir affiché l'avis dans la cuisine, la maison était étrangement silencieuse. Pas de musique de yoga de la part de Chloé, moins de bruit de pas de Damien. Je pensais qu'il se préparait à partir tranquillement jusqu'à ce que Chloé entre dans la cuisine, posant une main légère sur son ventre, son visage un mélange de stress et de calcul. « Hélène » appela-t-elle, plus doucement et plus lentement que d'habitude. « J'ai besoin de te parler. » J'étais en train d'essuyer la table et j'ai levé les yeux. La lumière du matin traversait son visage pâle, essayant de paraître fragile. « Je suis enceinte » dit Chloé, les yeux baissés, la voix à peine plus haute qu'un souffle. J'ai marqué une pause d'une demi-seconde. Les mots sont tombés dans la cuisine comme un caillou dans un puits profond, silencieux mais sismique. J'ai posé le chiffon et j'ai pris une longue inspiration. « Tu es sûre ?» ai-je demandé. Elle a hoché la tête, les doigts entrelacés sur son ventre comme pour bercer une vie déjà là. « Juste 6 semaines. Nous n'avons rien dit. À personne. Je ne veux pas empirer les choses. J'espère juste que tu comprends que nous ne pouvons pas déménager maintenant. » Chloé a relevé la tête. Sa voix tremblait, mais ses yeux brillaient comme ceux de quelqu'un qui avait trouvé une carte maîtresse. « Pour le bébé. Maman, tu as été mère, tu comprends? J'ai juste besoin d'un endroit stable, au moins jusqu'à l'accouchement. Après ça, nous partirons. » Je suis restée silencieuse. Dans mon esprit, j'ai revu le jeune Étienne quand j'étais enceinte de Damien. Comment il avait tout préparé, du petit berceau à l'oreiller de corps. Je connais la peur et la tendresse d'une future mère. Mais je me suis aussi souvenu très clairement des mots de Thalia lors de notre consultation la semaine dernière. La grossesse ne crée pas de droit de résidence ni de propriété. Hélène, ne laissez pas les sentiments faire dérailler votre jugement. Les bons cœurs peuvent être exploités par leurs instincts les plus bienveillants. J'ai versé de l'eau, mes mains tremblant encore légèrement. « Chloé » ai-je dit doucement. « Je bénis le bébé, mais cela ne change pas la limite. C'est ma maison, et j'ai été claire sur le délai de 7 jours. Je ne reviendrai pas dessus. » Chloé m'a dévisagé pendant quelques secondes, puis son regard s'est transformé en colère blessée. « Tu es sans cœur » a-t-elle lancé. « Tu mets ta belle-fille enceinte à la rue. Quelle sorte de belle-mère fait ça ?» J'ai inspiré. « Je ne mets personne à la rue. Je vous demande de quitter un endroit que vous avez essayé de prendre. Il y a une différence, Chloé. » Damien est descendu, le visage confus. « Chloé, allez, dit-il doucement. Ne fais pas ça. »« Tais-toi, » a-t-elle rétorqué. « Tu ne vois pas ? Elle n'a pas de cœur. Elle ne se soucie que de la maison, pas du sang. » Damien est resté silencieux, évitant mon regard. Je savais que mon fils était coincé au milieu, mais cette fois, je n'ai pas essayé de sauver la situation. J'ai regardé Chloé droit dans les yeux. « N'utilise pas le bébé comme un bouclier pour justifier le franchissement des limites, Chloé. Une bonne mère commence par l'honnêteté, pas la manipulation. » L'air est devenu lourd. Chloé a ouvert la bouche pour parler, puis s'est tue. Je me suis retournée, j'ai ouvert le tiroir et j'ai sorti le papier que j'avais préparé. « Voici l'avis final » ai-je dit en le posant sur la table. 7 jours à compter d'aujourd'hui. Je l'ai écrit à la main et je l'ai signé clairement. Quand le délai arrivera, je procéderai conformément à la loi. Chloé a regardé le papier comme s'il s'agissait d'une sentence. Damien a baissé la tête, les lèvres serrées. J'ai plié le torchon, je l'ai raccroché à son crochet et j'ai quitté la cuisine sans un autre mot. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée à regarder le plafond, écoutant l'horloge tic-taquer dans le noir. Dehors, le vent sifflait doucement à travers les arbres. J'ai pensé à Étienne, à sa voix dans les moments difficiles, toujours basse et stable. Garde la maison. Garde ton honneur. Ne laisse personne décider pour toi ce qu'est un foyer. Je me suis tournée sur le côté et j'ai touché la photo de mariage sur la table de chevet. Étienne, ai-je murmuré. Je fais ce que tu ferais, n'est-ce pas? Des larmes sont tombées sur l'oreiller, et je ne les ai pas essuyées. Certaines larmes n'appartiennent pas à la faiblesse. Elles appartiennent à quelqu'un qui se réapproprie ce qui lui revient. Avant le lever du soleil, je me suis levée. Une lumière bleu pâle s'infiltrait à travers les rideaux comme une fine brume. J'ai fait du café, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai branché le disque dur externe. Chaque fichier vidéo, clip audio, entrée de journal et photos de la vie dans la cuisine. Je les ai rassemblés dans un seul dossier et je l'ai nommé « Preuve 7 jours ». J'ai envoyé ce dossier à Thalia avec un message. Voici toutes les preuves que j'ai. Je veux que tout soit clair avant la date limite.
10 minutes plus tard, elle a répondu, « Très bien, Hélène. J'ai tout. Vous êtes sur la bonne voie. Restez calme. Je suivrai le côté juridique. » Lire cette ligne m'a soulagée. Dans le chaos de la trahison, au moins une personne me croyait, et nous avions un plan clair. Près de midi, Manon est passée avec 2 smoothies et un doux sourire. « Une promenade » a-t-elle demandé. « C'est une belle journée. » Nous avons longé la petite route du quartier. Les feuilles de platane tombaient, l'air frais nous caressant comme une main apaisante. Je lui ai dit brièvement que Chloé était enceinte, ma voix baissant. Manon a écouté, puis a posé une main sur mon épaule. « Tu as fait ce qu'il fallait » a-t-elle dit. « La grossesse n'est pas un laissez-passer. Si tu cèdes maintenant, tu perdras tout plus tard. » Et c'est la respiration, 4-7-8. Talia me l'a apprise pendant ce bazar avec mon frère. Inspire sur 4 temps, retiens sur 7, expire sur 8. Continue comme ça. Ça calme les nerfs. J'ai suivi. Inspire 4 temps, retiens 7, expire 8. Le vent glissait dans mes cheveux, et le jardin de roses de quelqu'un envoyait un léger parfum. Ma poitrine s'est desserrée comme un nœud enfin dénoué. Cet après-midi-là, la cuisine était calme. Chloé et Damien étaient sortis. Je me tenais dans la pièce familière, la lumière tombant sur le vieux comptoir en bois. Sur l'étagère se trouvait le service à thé d'Étienne, celui que Chloé avait utilisé pour servir l'agent, sans me demander. J'ai pris un chiffon doux et j'ai essuyé chaque pièce avec soin, comme si je touchais un souvenir. Chaque petite égratignure dans la porcelaine était une tranche de temps, les matins à la fenêtre, lui avec le journal, moi avec la bouilloire. J'ai remis le service exactement où il était, un petit rituel de reprise de possession. Mes mains étaient stables maintenant. Je savais exactement ce que je faisais. Je ne me battais pas pour chasser quelqu'un. Je protégeais l'endroit qui avait autrefois abrité le cœur d'un mariage, de la jeunesse, de la mémoire. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal, 17 juin, Chloé dit qu'elle est enceinte. Je la crois, mais je ne laisserai pas cela m'aveugler. Je ne suis pas contre un enfant. Je suis contre la tromperie. Étienne, tu m'as appris que la gentillesse sans limite devient un piège. Je comprends cela maintenant. J'ai fermé le livre et j'ai écouté le vent qui s'engouffrait sous les combles. Quelque part dans la maison, les murs restaient silencieux, mais je les sentais regarder, témoins de chaque pas que je faisais pour reprendre ma place. Dehors, une légère pluie a commencé. J'ai éteint la lampe et je me suis tenue à la fenêtre. Dans le noir, j'ai parlé doucement, non pas pour quelqu'un d'autre, mais pour moi-même. Garde la maison. Garde ton honneur. Garde ton calme. Puis j'ai quitté la cuisine. L'odeur du café et le tic-tac de l'horloge derrière moi, le souffle familier d'une maison qui se réveille d'un long sommeil de silence. Vendredi soir, la dernière lumière du soleil s'étirait sur la terrasse comme un miel lent. L'horloge murale a sonné 6 heures, un battement à la fois. Je me tenais dans le salon et j'ai entendu une voiture s'arrêter au bord du trottoir. Talia m'a envoyé un SMS, « Je suis là, j'attends dans la voiture. » L'agent Jackson est avec moi, comme prévu, juste au cas où. J'ai regardé par la fenêtre, un SUV argenté était garé. Talia est sortie, en chemise blanche et gilet gris, calme. À côté d'elle se tenait un officier en uniforme avec un carnet. Il n'entrerait pas à moins que ce ne soit nécessaire. J'ai fait un léger signe de tête à travers la vitre, leur faisant savoir que j'allais bien. À l'intérieur, le bruit dur d'une valise traînait sur le sol. Chloé fermait la dernière boîte. Son parfum, mêlé à la poussière de carton, épaississait l'air. Damien se tenait près des escaliers, les mains dans les poches, les yeux baissés. « Nous n'avons pas fini. » dit Chloé sans lever les yeux. « Peux-tu nous donner quelques heures de plus ? » « Je vous ai déjà donné 2 semaines. » ai-je répondu calmement. « Il est 18 heures, la date limite que j'ai indiquée par écrit. Je ne vous mets pas à la porte. Je suis la loi. » Elle a rejeté ses cheveux en arrière et a esquissé un mince sourire. « La loi ? La loi ? Toujours la loi. Au final, qu'as-tu à part cette maison ? » Je l'ai regardé droit dans les yeux, non pas en colère, mais calme. « J'ai la vérité et des preuves légales. Tu as des mots. » Damien s'est approché, la voix basse mais tendue. « Maman, je ne veux pas de drame, mais si tu es aussi rigide, je le dirai à la famille de papa. Tout le monde saura comment tu as traité ton fils et ta belle-fille. » J'ai expiré, non pas par peur, mais par tristesse qu'il croit encore que la vérité pouvait être noyée par le bruit. « Dis-le à qui tu veux, » ai-je dit lentement. Mais j'ai des preuves, vidéos, audio, et la déclaration de mon avocate. Je n'ai pas besoin de menaces. J'ai des faits. Le silence est tombé. L'horloge a de nouveau tic-taqué,
comptant les dernières secondes de leur emprise sur ma maison. Chloé a agrippé la poignée de la valise, les yeux froids. « J'espère que cette maison vide te rendra heureuse, » dit-elle assez doucement pour piquer. « Elle n'est pas vide, » ai-je dit doucement. « Elle est propre. » Elle s'est retournée et a fait rouler la valise hors de la porte. Damien a suivi, s'est arrêté une seconde et m'a regardé. Ses yeux étaient un tourbillon de regret et de fierté. Je ne pouvais pas le lire, alors j'ai dit une dernière chose. « Damien, j'espère que tu trouveras ton respect de toi-même avant d'essayer de retrouver ta mère. » La porte a cliqué en se fermant. Ce petit claquement a été le premier son de la liberté. La maison était si silencieuse que je pouvais entendre le vent pousser les cadres de fenêtres. Je me tenais dans le salon alors que la dernière lumière étendait un or sur le sol comme une nouvelle couverture. Pas de bruit de pas, pas d'huiles essentielles synthétiques étouffant le café d'Étienne, pas d'yeux évaluateurs, seulement le soulagement. Je me suis assise sur le canapé, j'ai senti le coussin s'affaisser. À côté de moi se trouvait le coussin floral brodé que je pensais que Chloé avait jeté. J'ai lissé le tissu et j'ai murmuré, « Cette maison est de nouveau à moi. » Ma voix était petite, mais dans cet espace silencieux, elle ressemblait à une déclaration. Une demi-heure plus tard, on a frappé. Manon est entrée avec un sac en papier et un large sourire. Mission accomplie. J'ai ri complètement. Ils sont partis à 18h pile. Alors il est temps de célébrer. Elle a soulevé le sac. Des gaufres au beurre et du café fraîchement moulu. Je prépare ça. Nous avons repoussé la table, ouvert les fenêtres pour laisser entrer la dernière lumière du soir. L'air circulait librement. La poussière scintillait comme des fils d'or. Manon a disposé la nourriture. Je me souviens de la première fois que je suis venue ici. Ta maison sentait l'amande et le lin. Dernièrement, ce n'était que de l'huile de menthe poivrée agressive. J'ai gloussé et j'ai versé le café. Nous sommes de retour maintenant. Amande, café et silence. Elle a hoché la tête. Le silence est aussi un luxe, Hélène. J'ai ouvert grand la porte d'entrée. Tout le quartier brillait au coucher du soleil. Des moineaux sautillaient le long de la clôture. Des voisins riaient dans leur jardin, et une radio lointaine diffusait les nouvelles du soir. La vie reprenait son rythme. Plus occupée, plus dérangée. En moi, il y avait un vide étrangement agréable. Pas de la tristesse, de l'espace pour respirer. J'ai envoyé un SMS à Talia. Ils sont partis. Pas d'incident. Merci pour tout. Elle a répondu presque instantanément. Je suis heureuse pour vous, Hélène. Surveillez les prochaines semaines. Ils pourraient revenir pour réclamer des objets ou créer des ennuis. S'il se passe quoi que ce soit, appelez-moi ou la police. J'ai envoyé un pouce levé et j'ai posé le téléphone. Cette nuit-là, j'ai remis la maison en ordre. J'ai commencé par la cuisine, là où tout avait commencé. J'ai enlevé les pots à épices que Chloé avait achetés, j'ai jeté le curcuma périmé et j'ai réorganisé les étagères à ma façon. J'ai pris un jeu de drap propre et j'ai changé le canapé du salon. Alors que le tissu propre glissait en place, j'ai eu l'impression d'effacer des semaines de tension. La machine à laver ronronnait, l'eau coulait comme une bande-son apaisante. Sur l'étagère, j'ai mis du jazz, Take 5, de Dave Brubeck, le morceau préféré d'Étienne. Les notes chaudes du saxophone flottaient dans les pièces comme un salut du passé. J'ai souri. Chloé avait raison sur une chose. La maison était vide, mais d'un vide propre. Vide pour que la vraie vie revienne, pas le faux semblant. Vers 20h, Manon est rentrée chez elle. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras, légèrement mais chaleureusement. Je suis fière de toi, Hélène. Pas parce que tu les as battus, mais parce que tu es revenue à toi-même. J'ai souri. Moi aussi. Pour la première fois depuis des années, je me sens en paix entre mes propres murs. La porte s'est fermée. J'ai tamisé les lumières, ne laissant que l'or doux de la lampe Tiffany. La maison se reposait, baignée de musique. Je me suis assise à la table de la salle à manger, j'ai sorti une page blanche et j'ai écrit les premières lignes de ma liste de limites. 1. Personne n'entre dans ma maison sans mon consentement. 2. Personne ne parle pour moi, ne signe pour moi, ou ne me protège en me privant de mes droits. 3. La gentillesse peut être un cadeau, mais la gentillesse a besoin d'une défense. 4. Tout dans cette maison contient un souvenir. Si vous le touchez, touchez-le avec respect. 5. Si un jour je faiblis, souvenez-vous que j'ai toujours une voix et que je l'utiliserai. J'ai relu et je me suis sentie calme. Ce papier n'était pas pour Chloé ou Damien. C'était pour mon futur moi, au cas où j'oublierais un jour que j'ai le droit de dire non. Je l'ai collé sur le réfrigérateur entre deux photos, une d'Étienne et moi à notre 30e anniversaire,
et une que Manon avait prise de nous en train de rire sur la terrasse. La lumière a attrapé l'encre, faisant briller les mots. Je me suis assise sur le canapé, j'ai fermé les yeux et j'ai écouté le vent dans les rideaux. Il n'y avait plus de peur dans cette maison, seulement de la chaleur, du café et le jazz qui s'estompaient. J'ai parlé doucement, comme pour clore un long chapitre. Bienvenue chez toi, Hélène. Et à ce moment-là, j'ai su que parfois, la plus grande victoire n'est pas de garder un toit. C'est de se retrouver à l'intérieur. Je pensais qu'après ce vendredi après-midi, tout serait calme. J'avais tort. La deuxième tempête n'est pas venue par la porte d'entrée. Elle est venue par des téléphones familiers. Lundi matin, alors que j'arrosais les rosiers sur la terrasse, le téléphone a sonné. L'écran affichait Tante Nora, la cousine d'Étienne qui avait pleuré dans mes bras à l'enterrement, qui avait dit un jour « Tu es la meilleure partie d'Étienne qui reste ». Hélène, que se passe-t-il? Sa voix était rude, irritée. Damien m'a appelé hier soir. Chloé est enceinte et tu les as mis à la porte. Comment as-tu pu? J'ai pris une grande inspiration, je suis restée calme. Tante Nora, ce n'est pas si simple. Pas besoin d'expliquer, a-t-elle coupé. Une bonne mère sait se sacrifier. Tu vis seule dans une grande maison. Pourquoi ne pas montrer un peu de pitié? J'ai serré le téléphone. Le soleil du matin illuminait encore la rosée sur les roses, mais à l'intérieur, mon ciel s'est effondré d'un autre étage. Tante, ai-je dit doucement. Le sacrifice n'a de sens que lorsqu'il n'est pas exploité. De l'autre côté, le silence. Puis la ligne a été coupée. Peu de temps après, le téléphone à deux. Nouveau sonné. Cousin Geoffrey. Il était resté chez moi 2 mois après son divorce. Maintenant, son ton était à moitié réprobateur, à moitié soupirant. Et, j'ai entendu par Damien que tu es tendu. Peut-être leur donner une autre chance. Chloé va bientôt être maman. Geoffrey, ai-je demandé, m'as-tu écouté du tout ou seulement lui? Il a hésité, puis a offert une seule ligne. Tu es vieille. Ne finis pas seule. Pardonne. J'ai raccroché et j'ai posé le téléphone sur la table. Un instant, j'ai entendu mon propre sang dans mes oreilles. Pas de la colère, de la peine. Des gens qui avaient mangé à ma table et entendu mes histoires sur Étienne, se détournaient maintenant après un seul appel de Damien. À midi, un autre appel. Un vieil ami d'Étienne, Clarence. Hélène, j'ai entendu dire que tu avais perdu ton sang-froid et que tu voulais poursuivre ton propre fils en justice. Est-ce vrai? Je ne poursuis personne. Je protège ma propriété. Mais cette maison est l'endroit où Étienne a vécu. N'as-tu pas peur que les gens disent que tu as oublié ce que tu lui dois? J'ai laissé échapper un petit rire sec. Si Étienne entendait ça, il éclaterait de rire. Clarence, il m'a appris à garder ce que nous avions construit, pas à le donner à quelqu'un qui ne le respecte pas. Silence pendant quelques secondes, puis il a raccroché. Je me suis assise et j'ai regardé l'écran s'allumer et s'éteindre. Chaque appel était une accusation portée comme une flèche envoyée par des gens en qui j'avais autrefois confiance. Cet après-midi-là, Manon m'a trouvée assise sur la terrasse, le téléphone face contre table. Encore des appels, a-t-elle demandé en me tendant un thé glacé. Oui, tout le monde a une opinion sur ce qu'est une bonne mère. Ils oublient de demander si un bon enfant oblige sa mère à changer les serrures. Manon s'est assise, m'a étudiée et a dit doucement « Hélène, arrête de répondre. Ceux qui te comprennent n'ont pas besoin de ta défense. Ceux qui ne comprennent pas, tu pourrais parler toute une vie que ça ne changerait rien. » J'ai hoché la tête. Elle avait raison. Cette nuit-là, j'ai mis le téléphone en mode silencieux. Pour la première fois depuis des années, je me suis autorisée à ne pas tout entendre. Mais tout le monde n'a pas appelé pour m'accuser. Vers minuit, un SMS de Damien a illuminé l'écran. J'ai hésité, puis je l'ai ouvert. Quand tu seras vraiment vieille, ne viens pas me voir. Je l'ai lu encore et encore, mon cœur piqué mais ne s'effondrant plus. J'ai répondu, je n'ai pas besoin de tes soins. J'ai besoin de respect. La chose même que tu n'as pas donnée. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai pris une longue inspiration. Le lendemain matin, alors que je préparais le café, un appel vidéo est arrivé. Le nom indiquait Piper Lambert, la fille de mon frère. La fille de Marc. Tati. Sa voix était claire mais tremblait un peu. Il te dénigre sur Facebook, disant que tu es froide avec Damien. Mais je n'y crois pas. Je sais que tu n'es pas comme ça. J'ai souri, les yeux humides. Merci, Piper. As-tu des preuves? A-t-elle demandé doucement, se penchant vers la caméra. J'ai hoché la tête. Oui. J'ai tout gardé ici. J'ai partagé un court clip.
Chloé parlant de la résidence pour seniors et de la mise en vente de la maison. Piper est restée silencieuse, puis a dit fermement, « Je le dirai à papa. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas seule. » L'appel s'est terminé, mais mon cœur s'est éclairci d'une nuance. Dans tout ce bruit, quelqu'un croyait encore à la lumière de la vérité. Cet après-midi-là, Marc, mon frère, appelait. Sa voix était basse et mesurée. « Tu tiens le coup, Hélène. »« Presque. Et toi ?» J'ai entendu la version de Damien, mais je le connais. Il est impulsif et sa femme le pousse. Ton garçon, tu sais comment il est. J'ai fait une pause, puis j'ai dit, je sais, mais savoir ne veut pas dire accepter. Marc a soupiré. Longuement, comme le vent dans de vieux arbres à travers le téléphone. Je suis fier de toi. Reste ferme. Et Étienne, s'il était en vie, je crois qu'il serait à tes côtés. Cette fois, j'ai pleuré pour de vrai. Non pas de douleur, mais d'être comprise. Après cet appel, j'ai ouvert un vieil album photo sur mon ordinateur, des photos de Damien enfant, cheveux bruns, tenant une cuisse de poulet plus grosse que son poignet, souriant de toutes ses dents. J'ai fait défiler un 10e anniversaire, une remise de diplôme, une photo de lui serrant Étienne dans ses bras après l'université. Et puis le dernier Damien, à côté de Chloé, tous deux fixant l'ordinateur portable le jour où nous avons parlé de rénover la maison. J'ai regardé son visage. Les traits étaient toujours ceux de mon fils, mais les yeux étaient différents. Une partie de moi voulait blâmer Chloé, mais une autre partie savait que cette trahison portait leurs deux noms. J'ai fermé l'album, le cœur plus léger. Peut-être que pour la première fois, je n'essayais pas de réparer le souvenir. Je l'acceptais simplement. Cette nuit-là, sous une lumière chaude, j'ai installé un chevalet dans le salon. Je n'avais pas peint depuis la mort d'Étienne. Ce soir, j'avais besoin de faire quelque chose juste pour moi. J'ai mélangé les couleurs et j'ai peint l'horizon derrière la Sainte-Victoire, la route qu'Étienne et moi empruntions chaque automne. Couche après couche, le bleu s'est posé sur un violet doux. Quand j'ai terminé, j'ai signé dans le coin inférieur droit, HL. 2 simples lettres, mais je ne les avais jamais écrites pour moi-même auparavant. Toutes les peintures passées étaient signées Hélène et Étienne. J'ai étudié la toile un long moment. Calme. C'est peut-être comme ça que je ferme un chapitre, non pas en l'effaçant, mais en peignant un nouveau par-dessus. Cette nuit-là, j'ai dormi d'une traite sans rêve, sans porte qui claque, sans bruit de pas étrange, juste une respiration régulière et un soupçon de lavande dans l'air. Le lendemain matin, j'ai fait du café et je suis sortie sur la terrasse. Une douce lumière du soleil recouvrait le jardin de roses en fleurs. Les fleurs se penchaient sous la rosée de la nuit, si fraîches que c'était comme si elles n'avaient jamais connu de tempête. J'ai pris une photo, je l'ai postée sur Instagram et j'ai écrit « Enfin, ce qui devait partir est parti. Les roses fleurissent toujours. » En quelques minutes, le groupe de marche du matin a envoyé un flot de cœurs avec de petits commentaires. « Si beau, Hélène. Tu me donnes envie de planter des rosiers aujourd'hui. Ta maison a l'air de nouveau lumineuse. » J'ai souri, j'ai pris une gorgée de café et je me suis sentie aussi chaude que la première lumière du jour. La tempête est passée et je suis toujours là, entière, claire et libre. Mardi après-midi, alors que je balayais les feuilles dans le jardin, une berline argentée s'est arrêtée doucement au portail. Je l'ai reconnue tout de suite, la plaque familière, le bruit sourd et familier de la portière. Damien est sorti le premier, la chemise froissée, le visage fatigué. Chloé a suivi, son ventre plus apparent maintenant. Sur la banquette arrière, j'ai vu tante Nora, son chapeau de feutre bleu incliné sur le côté, les yeux vifs comme une lame fraîchement aiguisée. Je suis restée immobile, le balai à la main, le vent faisant basculer les tiges des rosiers derrière moi. Chloé a parlé la première, sa voix un mélange d'excuses et de répétitions. « Hélène, je suis désolée. Nous avons vraiment eu tort. Je sais que tu es en colère, mais nous n'avons nulle part où aller. Le logement temporaire que nous avons loué est sale et exigu, et je suis enceinte. » Elle a posé sa main sur son ventre, un mouvement lent et calculé. Damien fixait le sol, silencieux comme un garçon forcé de s'excuser sans savoir pourquoi. J'ai légèrement hoché la tête, mais je n'ai rien dit. Chloé a fait un pas de plus, les yeux brillants. Nous demandons juste à rester quelques jours, le temps de trouver un autre endroit. Vraiment. Nous n'avons besoin que de quelques semaines. J'ai posé le balai, j'ai pris une longue inspiration, puis j'ai levé la main vers ma poitrine. Chloé, ai-je dit. Je comprends qu'il y a une vie ici qui a besoin de protection. J'ai fait un geste léger vers son ventre. Mais ici, j'ai posé ma main sur mon cœur. Il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de protection, et cette personne, c'est moi. Chloé a cligné des yeux, les lèvres se pinçant.
Tante Nora s'est raclé la gorge et s'est avancée, la voix tendue et autoritaire. « Hélène, je sais que tu es en colère, mais n'as-tu plus aucune humanité? C'est ton propre fils, ton sang. » Je me suis tournée vers elle, calme. « Tante Nora, l'humanité ne signifie pas laisser les gens piétiner vos limites. Je l'ai appris à un prix trop élevé. » Elle a levé les yeux au ciel et a lancé « Tu es vieille. Ne sois pas si amère. » J'ai souri. L'âge n'est pas une raison de perdre ses limites. C'est la raison de les garder encore plus précieusement. Je les ai invités dans le salon. L'air était tendu comme une corde fraîchement tournée. J'ai posé un plateau de thé. Un doux parfum de cannelle et de rose s'est élevé dans la pièce. Damien a jeté un coup d'œil autour de la maison. Elle avait l'air pareille, seulement plus propre, plus lumineuse. « Avant que vous ne continuiez, ai-je commencé, je dois être claire. Si vous voulez vraiment rester temporairement, je ne peux accepter qu'à des conditions non négociables. » Chloé et tante Nora ont échangé un regard. Damien a froncé les sourcils. Je les ai énumérés lentement. 1. Le respect. Pas d'ingérence, pas de changement, pas de contact avec mes affaires. 2. Partager clairement les frais du ménage. Je ne subviens pas aux besoins d'autres adultes. 3. Un délai précis. Pas de séjour à durée indéterminée. Et enfin, si vous voulez vraiment rester, vous signerez un contrat de logement temporaire avec une notarisation en bonne et due forme. Si l'une de ces conditions manque, je refuse. Le silence est tombé. Tante Nora a eu un rire court et méprisant. Mon Dieu, tu crois que ta maison est un cabinet d'avocats? Des papiers et des contrats avec ton propre fils? Hélène, l'amertume dévore ton cœur. J'ai répondu calmement, non, je laisse la raison protéger mon cœur. Chloé a rapidement changé de ton, plus doux, presque tremblant. Je ne veux rien signer. Je veux juste me reposer. Je suis épuisée. Le médecin a dit que je devais éviter le stress. Elle a posé une main sur son ventre et a expiré. Si tu ne nous laisses pas rester, alors pourrais-tu nous prêter de l'argent? Nous trouverons un autre endroit. Juste une petite somme, s'il te plaît. Je l'ai regardé longuement. D'accord, mais j'ai besoin d'un plan de remboursement, d'une date d'échéance claire et des signatures de vous deux. Chloé a hésité et a jeté un coup d'œil à Damien. Il a évité mes yeux. Maman, nous ne savons pas encore exactement. Une fois que les choses se seront calmées, nous te le renverrons. Donc, il n'y a pas de plan, ai-je conclu. Silencieux mais froid. Alors ma réponse est non. Tante Nora s'est levée d'un bond, plus fort. Hélène, qui es-tu devenue? Si Étienne était en vie, il aurait le cœur brisé. Tu renvoies ton fils et tu fermes la porte à la famille. J'ai rencontré son regard, stable. Si Étienne était en vie, tante, il comprendrait. Il m'a appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas le laisser vous détruire. L'air s'est épaissi. Chloé s'est levée, la voix tremblante mais glaciale. J'ai compris. Tu as gagné. J'espère que cette maison impeccable te rendra heureuse. Cela ressemblait à une rediffusion de la dernière fois, sauf que cette fois, ça ne faisait pas mal. Je me suis levée, je suis allée à la porte et je l'ai ouverte. La lumière de l'après-midi a inondé la pièce, chaude et directe. Je n'ai pas besoin de gagner, Chloé. J'ai besoin de paix. La porte reste ouverte, mais pas au mensonge. Damien a levé les yeux, une lueur de honte passant dans son regard, puis a baissé la tête et a tiré la valise. Tante Nora m'a lancé un dernier regard furieux, et ils sont tous partis. La porte s'est fermée, le bruit des roues sur la route s'est estompé puis a disparu. Je suis restée debout un moment. La pièce était immobile, ne contenant que l'odeur du thé à la cannelle et à la rose et une lumière pâle sur le mur. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit quelques lignes. 22 juin. Damien est revenu avec Chloé et tante Nora. Ils ont dit pardon. Ils voulaient rester, puis emprunter de l'argent. J'ai refusé chaleureusement mais fermement. Je ne suis plus en colère. Je ne les laisserai tout simplement plus franchir mes limites. J'ai signé mon nom, puis j'ai scanné l'intégralité du compte-rendu de la réunion avec des horodatages. Je l'ai classé soigneusement dans un dossier intitulé « Précautions juridiques maison », non par peur, mais parce que j'apprenais à garder des preuves pour mon respect de moi-même. Ce soir-là, Manon a appelé. C'est fait, Hélène. C'est fait. J'ai ri. Ce chapitre est clos. Alors allons voir un film ce soir. J'ai réservé des places au petit cinéma de la rue principale. Un film classique, une bande-son jazz, ça correspond à ton humeur. J'ai gloussé et j'ai dit oui. Le petit cinéma avait peut-être 20 places, les lumières étaient douces et basses. Le film était « Vacances romaines ».
Je me suis assise au milieu, j'ai siroté un soda et j'ai écouté Audrey Hepburn rire à l'écran. C'était étrange, comme si la jeunesse était revenue, mais cette fois sans la peur que quelqu'un me l'arrache. Quand nous sommes partis, l'air de la nuit a soulevé mes cheveux et une odeur de vanille flottait depuis la boulangerie voisine. Manon a acheté 2 gaufres croustillantes et m'en a tendu une. Tu te souviens de cette odeur? Étienne adorait ça. J'ai hoché la tête en souriant. Oui. Mais maintenant, ça ne me rend plus triste. Nous avons marché et ri, nos ombres longues sur le trottoir éclairé. De retour à la maison, j'ai ouvert la porte et j'ai allumé la lumière de la cuisine. L'air était chaud, teinté de la vanille du sac. Je l'ai posé sur la table et j'ai versé un verre de lait chaud. Je me suis assise et j'ai écrit dans mon journal. Soir du 22 juin. Ils sont revenus avec des excuses qui sentaient le scénario. J'ai écouté, je ne me suis pas adoucie. J'ai ouvert la porte, je n'ai pas laissé entrer la haine, mais je n'ai pas laissé la tromperie rester. L'amour, c'est respecter les limites, pas les briser au nom de la famille. J'ai fermé le livre et j'ai regardé autour de la maison. Tout était intact, pas seulement les choses, mais la paix. J'ai éteint la lumière, j'ai laissé l'odeur de vanille flotter dans l'air, et j'ai souri. La liberté a son propre parfum. Ce soir, il est doux. Samedi matin, j'arrosais les plantes quand la sonnette a retenti. 3 coups brefs et urgents. Pas le facteur, pas le coup de Manon. J'ai entrouvert la porte et mon cœur s'est arrêté. Une jeune femme se tenait là, les cheveux en chignon, le visage fatigué mais gentil. Dans ses bras, un bébé garçon enveloppé dans une douce couverture beige. La faible odeur de lait, de poudre et de peau de nouveau-né s'est glissée dans l'espace entre nous. Madame Hélène. Sa voix tremblait, petite comme un souffle. Je suis la cousine de Chloé. Elle m'a demandé d'amener le petit Léo pour que vous le voyiez. J'ai regardé le bébé. Des cheveux bruns fins comme des fils de soie, des joues rondes, une petite main lâchement recroquevillée. Il a émis un petit son si faible. Et d'une certaine manière, j'ai eu l'impression d'entendre mon propre cœur fondre. Combien de semaines? Ai-je demandé, la voix rauque. Un peu plus de 3 semaines. Chloé dit qu'il est en bonne santé. Mais elle n'est pas prête à vous appeler. Elle voulait juste que vous le voyiez un instant. Elle a doucement bercé le bébé. Une légère brise a apporté l'odeur chaude du lait et le verre humide du jardin. Mon cœur a basculé. Je pensais avoir verrouillé toutes les portes émotionnelles après tant de blessures. Mais en me tenant là, regardant une nouvelle vie sans culpabilité, j'ai compris que la compassion n'avait pas disparu. Elle apprenait simplement à ne pas être utilisée. J'ai pris une inspiration. Les mots de Thalia résonnaient clairement dans ma tête, comme si elle se tenait à côté de moi. Hélène, ne laissez pas un nouveau-né devenir une monnaie d'échange. L'amour pour votre petit-fils est différent de laisser ses parents continuer à franchir les limites. J'ai légèrement hoché la tête, puis j'ai parlé lentement. Merci de l'avoir amené. Dites à Chloé et Damien que je bénis Léo. J'espère qu'il grandira fort et qu'il sera aimé de la bonne manière. La jeune femme a cligné des yeux. Voulez-vous le tenir un instant? J'ai regardé l'enfant une dernière fois. Tout mon corps voulait s'avancer, mais je me suis arrêtée. Pas aujourd'hui, ai-je dit avec un doux sourire. Quand les choses se seront apaisées, quand les adultes se respecteront, je serai la première à ouvrir la porte. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Je comprends. Je le lui dirai. J'ai effleuré le bord de la couverture, pas sa peau, ne laissant qu'une trace de chaleur au bout de mon doigt. Bienvenue au monde, Léo, ai-je murmuré. Puisses-tu grandir en aimant sans craindre les frontières. Puis j'ai fermé doucement la porte. Les roues de la poussette se sont éloignées sur le chemin de pierre, se fondant dans le silence du vent dans les arbres. Je suis restée immobile un long moment, jusqu'à ce que mon rythme cardiaque se stabilise. Une fois la porte fermée, les larmes sont venues, lentes et lourdes. J'ai pleuré, non pas de regret, mais pour dire adieu à l'illusion que l'amour peut durer éternellement si nous continuons à nous sacrifier sans limite. Je me suis assise, j'ai essuyé mon visage et je me suis sentie vide, mais tranquillement plus légère. Un peu plus tard, Manon est arrivée. En me voyant, elle n'a rien demandé, elle a juste ouvert les bras et m'a serré fort. Tu n'as pas rejeté le bébé, a-t-elle dit, d'une voix chaude et basse. Tu as rejeté le schéma de l'abus. Ce sont 2 choses différentes. J'ai posé ma tête sur son épaule et j'ai ri à travers les larmes. Tu sais, Manon, pour la première fois de ma vie, dire non me fait chaud au cœur. Elle m'a serré la main et a murmuré, parce que c'est un nom de quelqu'un qui connaît sa valeur. Cet après-midi-là, j'ai ouvert le débarras et j'ai regardé la pile de boîtes encore étiquetées, dont les choses que Chloé avait autrefois marquées pour faire de la place pour leur avenir. Maintenant,
j'ai choisi de le rendre réel. J'ai chargé chaque boîte dans la voiture de Manon. À l'intérieur, il y avait des vêtements, des écharpes en tricot et quelques petites céramiques. Il n'y avait aucun sentiment de perte, seulement de libération. Nous avons conduit jusqu'à l'église où il gère un programme pour les nouveaux arrivants en ville. Le coordinateur a accepté les articles, s'inclinant, remerciant encore et encore. J'ai souri en retour et j'ai regardé mes affaires partir en entrepôt, non pas comme des biens saisis, mais comme des cadeaux au bon endroit. Sur le chemin du retour, Manon a ouvert la fenêtre. Des odeurs de pain et de cannelle sont entrées. J'ai eu l'impression que ma maison avait été purifiée. Cette semaine-là, je suis retournée au cours de peinture. Quand j'ai accroché la toile de la Sainte Victoire sur le chevalet, l'instructrice, Madame Lorna, s'est arrêtée un long moment. Celle-ci a un calme très vrai, Hélène, a-t-elle dit. Pas le genre qui vient de la peur, le genre qui vient d'avoir traversé une tempête. J'ai souri, soulagée. Peut-être que j'avais appris à peindre avec mon souffle au lieu de ma mémoire. Madame Lorna a hoché la tête. Et ce souffle me dit que vous êtes revenu à vous-même. La pièce est devenue silencieuse pendant quelques secondes, puis de légers applaudissements. Je me suis tenue devant la toile, regardant les crêtes bleu-violet superposées, douces, lointaines et tenaces. Je me suis vue là. Ce soir-là, à la maison, j'ai ouvert un tiroir et j'ai sorti du papier à lettres. Je n'avais pas écrit de lettres manuscrites depuis des années, mais aujourd'hui, je voulais écrire à mon moi d'il y a 30 ans, la femme qui avait peur de dire non, qui pensait que le silence était de la gentillesse. J'ai écrit lentement et régulièrement, chère Hélène de 37 ans, n'aie pas peur de dire non. Le refus ne tue pas l'amour. Il ne fait qu'éloigner ceux qui t'aimaient pour leur propre bénéfice. Quand tu dis non, tu dis oui au respect, à la paix que tu trouveras plus tard. N'oublie pas que tu es forte, non pas parce que tu ne souffres pas, mais parce que tu le peux. Reste au cœur de la douleur et refuse de la laisser te définir. J'ai plié la lettre, je l'ai glissée dans une enveloppe et j'ai écrit sur le devant, à moi-même, qui a un jour confondu le silence avec la vertu. Puis je l'ai placée dans la boîte en bois avec notre photo de mariage. Ce soir-là, j'ai décidé de faire des gaufres, le plat que je ne préparais que pour les invités. Cette fois, je l'ai fait juste pour moi. J'ai mélangé la pâte, cassé des œufs, ajouté de la cannelle et de la vanille. Le batteur ronronnait. Une odeur chaude a rempli la cuisine. J'ai versé la pâte sur le fer et j'ai écouté le joyeux petit grésillement. Quand la première fournée a été prête, je l'ai mise dans une assiette et j'ai arrosé de miel. Des bords dorés et croustillants, un centre moelleux, une douceur délicate. J'ai pris une bouchée et j'ai fermé les yeux. Alors, c'est ça le goût de la liberté. Simple, chaud et délicieux sans avoir besoin de personne pour le partager. J'ai pris une photo et je l'ai postée dans le groupe « Cuisiner pour un », que j'avais rejoint quelques semaines plus tôt. Légende courte, gaufres à la cannelle et au miel, une recette pour les soirées seules mais pas solitaires. Les cœurs ont afflué et quelques commentaires sont apparus. Ça a l'air si confortable. Madame Hélène, pouvons-nous avoir la recette? Pas solitaire. J'adore ça. J'ai souri et j'ai répondu. Je posterai la recette demain matin. Tout le monde mérite une fournée faite juste pour soi. Quand tout a été rangé, j'ai éteint les lumières et je suis allée dans la chambre. L'air de la nuit s'est glissé à travers les rideaux. La vanille et le miel persistaient dans la pièce. Je me suis allongée, chaude sous les couvertures, le corps détendu. Pour la première fois depuis des lustres, je pouvais sentir le poids du sommeil comme une pierre de rivière lisse reposant dans un cours d'eau, fraîche, ronde et calme. Juste avant de m'endormir, j'ai dit doucement dans mon cœur « Merci, Étienne ». J'ai gardé la maison. Plus que ça, je me suis gardé moi-même. Et cette nuit-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément jusqu'à l'aube dans une maison qui ne contenait que la vérité, la gentillesse et l'odeur de gaufres fraîches. Le temps s'écoulait comme une eau calme. 3 mois, puis 6. Pas de drame, pas de voix élevées, juste les oiseaux du matin et l'odeur du café dans la cuisine. J'ai réalisé que la paix n'arrive pas d'un coup. Elle se construit jour après jour. Je me suis fixé un nouveau rythme. Les lundis matins, yoga doux au centre communautaire où je pratique la respiration profonde, ouvrant ma poitrine et lâchant prise sur ce que je ne peux pas contrôler. Les mercredis, je m'occupais des rosiers, taillant chaque tige, appelant chaque buisson par le nom d'une vieille amie, Éléonore, Constance, Juliette. Les vendredis après-midi, j'allais à la bibliothèque municipale pour le club de lecture des seniors. Nous avons lu la formule préférée du professeur, puis le jardin secret, puis une éducation. Chaque livre était un petit miroir tendu à mes fissures, et au lieu de la peur, j'ai appris à les regarder avec compassion. Parfois, Damien apparaissait encore, pas directement,
mais à travers des SMS qu'il envoyait via mon frère, Marc. Un soir de mars, Marc a appelé, hésitant. Damien veut savoir si tu pourrais l'aider avec un peu d'argent. Il dit que Chloé n'a pas encore trouvé de travail et que le petit Léo est malade. Je suis restée silencieuse quelques secondes, regardant par la fenêtre. Dehors, une neige de fin de saison saupoudrait la balustrade. Je me suis souvenue du temps où Damien avait de la fièvre, et où je restais debout toute la nuit avec un thermomètre. Je me suis souvenue de Chloé maintenant, son visage s'effaçant déjà dans mon esprit. J'ai parlé lentement et clairement. Marc, dis-lui ceci. Fais un plan. Trouve un travail. Ensuite, parle-moi. Personne ne reconstruit un avenir la main tendue. Je ne donnerai pas d'argent, mais je suis prête à lui montrer comment se relever. Marc a expiré. Tu es stable. C'est peut-être exactement ce qu'il a besoin d'apprendre. J'ai souri doucement. Non, c'est ce que j'avais besoin d'apprendre, et il m'a fallu la moitié d'une vie pour l'apprendre. En avril, j'ai réparé le toit de la terrasse arrière où la pluie avait taché le bois. J'ai engagé 2 ouvriers locaux, je les ai observés, puis j'ai aidé à peindre les planches. L'odeur de la peinture fraîche, mêlée à la première brise de la saison, donnait à la maison l'air de prendre une longue et saine respiration après une longue maladie. J'ai remplacé la serrure intelligente, installé une sonnette avec caméra et configuré les alertes automatiques. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti que la maison était vraiment à moi en toute sécurité, pas dans la peur. Chaque matin, lorsque la sonnette carillonnait légèrement parce que le vent déclenchait le capteur, je souriais. Merci, Étienne. Tu vois, je tiens ma promesse. Côté finance, je me suis aussi stabilisée. Les économies se maintenaient grâce à un petit investissement que Talia m'avait aidé à réorganiser. J'ai ouvert un 2e compte et je l'ai nommé « Pour les jours de pluie et les surprises de santé uniquement ». En regardant le chiffre grimper lentement chaque mois, j'avais l'impression de m'occuper d'un arbre que je savais qu'il fleurirait, même si cela prenait du temps. Un soir, j'ai posté dans le groupe « Les femmes de plus de 60 ans s'épanouissent ensemble ». Quand nos enfants grandissent, les mères ont aussi le droit de grandir. Quand ils grandissent, nous pouvons grandir aussi. Faire grandir notre voix, nos limites, notre respect de nous-mêmes. Je ne m'y attendais pas, mais en quelques heures, des dizaines de réponses ont afflué. Hélène, vous avez écrit les mots de mon cœur. Merci. Je pensais que j'étais égoïste. Maintenant, je ne le pense plus. La phrase « Les mères ont le droit de grandir aussi », je l'ai imprimée et collée sur mon miroir. J'ai lu chaque ligne, le cœur chaud, comme si j'entendais un chœur dont je venais de chanter la première note. Il s'est avéré que je n'avais jamais été seule. Il y a toute une génération de femmes qui ont enduré en silence et qui réapprennent maintenant à se tenir droite. Fin mai, Manon m'a demandé de faire un voyage en voiture le long de la route des Lavandes. Nous méritons de voir l'été dans les montagnes, Hélène, a-t-elle dit. Et nous n'avons plus à demander la permission à personne. J'ai ri. 2 semaines plus tard, j'ai acheté un chapeau de paille à large bord et j'y ai noué un ruban bleu pâle, une petite récompense pour moi-même. Le voyage a duré 4 jours, des routes sinueuses, un vent frais, des fleurs sauvages éclatant des 2 côtés. Parfois, nous nous arrêtions à un point de vue et regardions. Silencieusement, une mer de nuages dérivés. Manon a dit, le temps se range du côté des persévérants, Hélène. Il ne nous rajeunit pas, mais il nous rend la vérité. Je me suis tournée vers elle et j'ai souri. Et cette vérité, au final, est le seul endroit où nous pouvons bien dormir. Après le voyage, je suis rentrée à la maison avec une énergie différente. J'ai recommencé à peindre, pas seulement une pièce, mais un triptyque. Je les ai nommés foyer, limite, liberté. Foyer est la terrasse en bois avec la lumière du soleil oblique sur les pots de rose. Limite est un portail entrouvert avec une brume matinale bleue à l'extérieur. Liberté est la Sainte Victoire au coucher du soleil, le violet se fondant dans l'orange, paisible et large. J'ai accroché les 3 pièces dans le salon, là où se trouvait la photo de mariage d'Étienne. Non pas pour la remplacer, mais pour la continuer, car je sais que même le véritable amour a besoin de limites pour durer. Un après-midi, Talia a appelé. Hélène, êtes-vous libre le week-end prochain? J'aimerais vous inviter à prendre la parole au centre communautaire. Le sujet est la protection des biens et des droits des personnes âgées. Je pense que votre histoire inspirera les gens. J'ai souri légèrement. Je n'ai jamais parlé devant une foule. Parlez simplement comme si vous le racontiez à Manon. La vraie histoire est toujours la plus forte. J'ai hésité quelques secondes, puis j'ai hoché la tête. D'accord, je vais essayer. Cette nuit-là, j'ai répété devant le miroir. La pièce reflétait une femme de 66 ans, des cheveux argentés,
mais des yeux vifs, une voix basse, claire, stable. Je me suis regardée et j'ai dit, « Je m'appelle Hélène Lambert. » Je pensais que la vieillesse signifiait perdre le droit de décider. J'avais tort. Au moment où j'ai osé dire « ça suffit », j'ai commencé à vivre honnêtement. J'ai fait une pause, j'ai respiré profondément, puis j'ai souri. Pas mal, Hélène. Le lendemain matin, j'ai imprimé mon discours et j'ai marqué les points de respiration en rouge. Sur la table se trouvait une tasse de tisane à la camomille et un nouveau carnet. La couverture disait « Continue de grandir ». J'ai ouvert la fenêtre. Le soleil matinal a inondé la pièce. L'or s'est répandu sur le parquet. Dehors, les roses flambaient. Chaque fleur s'élevait sans que personne ne lui ait appris comment faire. J'ai murmuré, le temps s'est enfin rangé de notre côté. Non pas parce que nous sommes plus fortes que quiconque, mais parce que nous avons choisi d'être persévérantes. La maison était silencieuse, mais je pouvais entendre mon propre rythme cardiaque, stable, sûr et calme. Je savais que ce voyage n'était pas terminé, mais j'étais allée assez loin pour ne jamais retourner à l'endroit où j'étais envahie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais non seulement survivre, mais vraiment vivante. Un dimanche après-midi, alors que le soleil tombait en biais sur la terrasse et que la lumière dorée se posait sur chaque pétale de rose, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu, pas de nom enregistré. J'allais le laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Maman. La voix était rauque, lente, un peu tremblante. J'ai retenu mon souffle. Damien. De l'autre côté, quelques secondes de silence, puis des respirations rapides comme quelqu'un qui retient ses larmes. Oui, c'est moi. Je ne sais pas par où commencer. Je me suis assise sur la chaise en bois de la terrasse et j'ai regardé la clôture de rosiers trembler dans la brise. Commence par la vérité, ai-je dit doucement. Il a pris une longue inspiration. Chloé et moi, nous nous sommes séparés. Elle est retournée chez sa mère. Et moi? Je travaille dans une station-service près de Saint-Étienne. Je loue une petite chambre. Pas grand-chose, juste un lit et une vieille radio, mais c'est paisible. La voix de Damien s'est brisée à mi-chemin. Je ne suis pas intervenue. J'ai juste écouté. Écouté comme on écoute une rivière qui a fait rage et qui ralentit enfin son cours. Maman, a-t-il poursuivi, hésitant. Je n'appelle pas pour demander de l'argent. Je ne demande pas à revenir. Je voulais juste dire que tu avais raison. J'ai dû faire face à la vraie vie pour comprendre que ce que tu as fait n'était pas par colère. C'était pour garder ta dignité. Merci de ne pas m'avoir laissé te piétiner. Une légère brise a balayé la terrasse, les feuilles de rosier chuchotant. Mes yeux ont piqué, mais pas de douleur. Pendant des années, j'avais souhaité entendre des excuses. Quand elles sont finalement arrivées, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de gagner. J'avais juste besoin de voir mon enfant s'incliner devant ses propres erreurs. J'ai dit doucement, « Damien, je t'entends. Mais tu sais, des excuses ne sont que la première étape. Continue de grandir par tes actions. » Je comprends, a-t-il répondu, la voix petite comme le vent. Je vais essayer. Non, je le ferai. Puis le silence. J'ai entendu un moteur de voiture quelque part et une radio en arrière-plan jouant « Emmenez-moi » de Charles Aznavour. La chanson qu'Étienne chantait chaque fois que nous traversions la Provence. Tu te souviens de cette chanson? Ai-je demandé. Damien a eu un léger rire sincère. Bien sûr, maman. Papa la mettait à chaque fois que nous allions en pique-nique. Oui, ai-je dit en souriant. Une vieille chanson, jamais démodée, comme l'honnêteté. Nous n'avons rien dit d'autre. Nous avons laissé la musique et le vent remplir l'espace. Quand l'appel s'est terminé, j'ai posé le téléphone et j'ai regardé le bleu doux des montagnes lointaines. Un vent de la vallée s'est levé, frais et vrai. J'ai eu l'impression que la Sainte Victoire respirait avec moi, plus légèrement, plus crispée par de vieux ressentiments. Je n'ai pas pardonné tout de suite. Le pardon est un voyage, pas un instant. Mais quelque chose en moi a changé, comme une fenêtre longtemps fermée s'ouvrant après un long hiver. Je me suis levée et je suis entrée. La pièce était pleine de la lumière de l'après-midi. La lampe Tiffany d'Étienne brillait chaleureusement. Les libellules projetaient des ombres sur le mur. Chaque fois que je la regarde, je le sens là, silencieux, gentil, hochant doucement la tête. Tu vois, Étienne? Ai-je murmuré vers les montagnes. Le garçon apprend enfin à être un véritable adulte. J'ai souri, puis je me suis retournée vers le chevalet. Une nouvelle toile attendait, non signée. J'ai pris un pinceau et j'ai écrit en petites lettres régulières, Hélène Lambert, 66 ans, toujours là. Je suis toujours là. Seulement 3 mots, mais une déclaration. Je suis toujours là.
Après avoir été poussée au sous-sol, après des papiers exigeant le contrôle, après des mots froids, je suis toujours là, calme, claire et libre. J'ai ouvert la fenêtre. Le parfum des rosiers grimpants s'est répandu. La maison murmurait avec les feuilles, avec le vent et avec le son de ma propre respiration profonde. Je savais qu'à partir de maintenant, cette maison appartient à celle qui sait comment la garder. Pas seulement moi, mais toutes les femmes qui ont été expulsées des endroits même qu'elles ont construits, simplement parce que la gentillesse a été confondue avec la faiblesse. Je me suis assise, je me suis versé une tisane, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. Aujourd'hui, mon fils a appelé et a présenté ses premières excuses. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas tremblé. J'ai juste souri, sachant que le temps s'est enfin rangé du côté des persévérants. La paix ne vient pas en battant quelqu'un. Elle vient en ne se perdant pas soi-même. Dehors, le soleil a coulé derrière la Sainte Victoire. L'orange s'est mêlé au violet sur le toit de la terrasse, baignant la maison d'une couleur tranquille. Je suis allée dans le jardin, j'ai posé la théière sur la table en bois et je me suis assise seule, regardant le soir venir lentement. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas vide. Je me sentais assez. Assez pour pardonner sans oublier. Assez pour m'aimer à nouveau sans craindre le jugement. Assez pour savoir que même sans l'approbation de personne, je mérite toujours la paix. J'ai levé les yeux et j'ai vu une nouvelle étoile apparaître, petite et brillante. Merci, le temps, ai-je murmuré. Merci de m'avoir appris que parfois, les limites sont la plus haute forme d'amour. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez, ou si vous avez vécu quelque chose de similaire. Chaque partage, chaque j'aime, chaque fois que vous vous abonnez n'aide pas seulement à continuer ce voyage. Cela aide à porter un peu plus loin les histoires des mères qui apprennent à dire non. Merci d'avoir marché tout ce chemin avec moi. Pour qu'aujourd'hui, dans une maison pleine de couchers de soleil et de roses, je puisse sourire et dire « Je m'appelle Hélène Lambert, j'ai 66 ans, toujours là, toujours libre. » Et enfin, toujours en paix.